Mesdames et Messieurs les présidents, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs, chers amis, si vous le voulez bien, nous allons commencer cette Assemblée générale de l'Association des communautés urbaines de France. Je le disais hier soir à ceux qui étaient présents, nous sommes évidemment extrêmement heureux de vous accueillir aujourd'hui à Lyon pour une assemblée qui réunit les présidents, les vice-présidents, les élus, mais aussi les directeurs, les ingénieurs, les techniciens de nos établissements publics. Et donc, parce qu'elle favorise les échanges sur nos pratiques respectives, ces journées me semblent extrêmement importantes. Elles sont un temps utile pour partager des diagnostics, élaborer une parole commune et pour faire entendre la voix des grandes agglomérations sur la scène nationale. Il ne s'agit évidemment pas pour nous de développer une parole corporatiste qui opposerait les communautés urbaines et les autres formes d'établissements publics, les grandes agglomérations et les autres territoires, mais bien de porter des propositions de nature à permettre à nos territoires de contribuer à la résolution des défis qui se posent à notre pays. Mon analyse, vous la connaissez, j'ai la conviction que les grandes agglomérations, les métropoles, sont aujourd'hui au cœur des enjeux français. Sur le plan économique, elles sont à l'origine de la majeure partie de la production de richesses et concentrent en particulier ces activités exposées à la concurrence internationale qui entraînent derrière elles toute l'économie du pays. De leur capacité à innover dans des champs comme les biotechnologies, les nanotechnologies, les clean tech, le numérique ou encore les transports du futur, ces secteurs stratégiques identifiés depuis longtemps par les économistes comme relais de croissance dépendent donc les emplois de demain. Sur le plan écologique, nous le savons, les grandes agglomérations sont responsables de 3/4 des émissions de gaz à effet de serre, consomment 70% de l'énergie disponible. De leur mobilisation dépend donc une grande part de la solution aux défis climatiques. Sur le plan social, enfin, les grandes agglomérations regroupent les quartiers les plus défavorisés, où la pauvreté est la plus forte, où la désespérance est la plus grande, et là encore, des moyens dont elles disposent pour développer de grandes politiques de rénovation urbaine et développer de la mixité sociale dépend l'efficacité de la lutte contre les inégalités. Oui, mesdames et messieurs, dans tous les domaines, nos territoires sont en première ligne. Ils concentrent les opportunités en même temps que les difficultés. Ils sont à la fois le risque et la chance. Il y a cette réalité, toujours plus prégnante, analysée depuis longtemps par de nombreux experts. Et puis, il y avait jusque-là nos institutions, qui, héritées de la Révolution française, n'étaient plus adaptées à cette montée en puissance du fait urbain. Longtemps, notre combat à tous a donc été de promouvoir une réforme qui fasse coïncider nos institutions avec la réalité socio-économique. Eh bien, mes chers collègues, je crois qu'avec la loi pour la modernisation de l'action publique territoriale et l'affirmation des métropoles, la loi MAPTAM, nos efforts ont été enfin récompensés. Avec 14 métropoles dotées de compétences larges en matière de développement économique, d'enseignement supérieur et de recherche, d'aménagement du territoire, d'urbanisme, de logement, la France peut désormais se mettre en mouvement, aller de l'avant et regarder l'avenir avec confiance. Alors, est-ce à dire que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes? Vous le savez, pas exactement. Car
et nous allons l'évoquer ce matin, nous avons tous beaucoup d'inquiétudes sur la capacité financière des communautés urbaines et de nos communes, des métropoles, à agir dans l'avenir. Vous le savez, face au caractère colossal de notre dette, plus de 2 000 milliards d'euros, des paiements d'intérêts qui sont équivalents au budget de l'éducation nationale, le gouvernement s'est engagé dans un programme de réduction des dépenses publiques. Mais sur les 50 milliards prévus d'ici 2017, 11 milliards sont à la charge des collectivités locales, dont 3,7 milliards dès cette année. Parallèlement, le Fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales, le FPIC, qui ponctionne des ressources sur beaucoup de nos établissements, monte en puissance, alors même que, comme le montre un économiste comme Laurent Davzy, les communautés urbaines transfèrent déjà une partie considérable des richesses qu'elles produisent à d'autres territoires. Ce fonds aura été multiplié par 6 entre 2012 et 2016 pour atteindre plus d'1 milliard d'euros. Nous sommes donc, pour beaucoup, confrontés à un vrai effet ciseau, augmentation des prélèvements, mais baisse des dotations, et cela va nous conduire à réduire nos dépenses de manière drastique. Pas les dépenses de fonctionnement, car nous les avons déjà largement contenues. Et je sais la rigueur des élus de nos communautés urbaines comme de leur direction financière. Mais les dépenses d'investissement que nous devrons sans doute réduire de 25, 30 jusqu'à 40% dans les années qui viennent. Alors évidemment, j'entends bien la nécessaire contribution des collectivités locales au redressement des comptes publics. Et c'est d'ailleurs pour cela que dans ce département, avec mon collègue Michel Mercier, avec la présidente du Conseil général, Danielle Chuseville, nous nous sommes engagés dans cette réforme de structure qu'est la métropole de Lyon, qui permettra de dégager des économies sur le moyen terme. Mais il ne faudrait pas que cet effort se fasse au détriment de l'emploi et de la croissance. Chacun de nous se réjouit évidemment que le gouvernement ait décidé dans la loi de finances 2015 de supprimer la première tranche de l'impôt sur le revenu, ce qui amènera pour l'État une moins-value de recettes de 3,2 milliards d'euros. Mais quand on sait que la baisse des dotations aux collectivités locales est de 3,7 milliards d'euros, on peut se dire que c'est nous qui allons financer la mesure. Au détriment, je viens de le dire, de l'investissement et par voie de conséquence d'une chute brutale de la commande publique pour le bâtiment et les travaux publics, qui va entraîner une baisse de la croissance. Certains économistes chiffrent déjà cette baisse de la croissance en disant que cela nous coûtera 0,8 points de PIB et au détriment évidemment de l'emploi, près de 60 000 emplois pourraient être détruits. Le risque, c'est donc que la belle dynamique institutionnelle engagée avec la loi MAPTAM vienne se bloquer sur une incapacité financière. Alors, mesdames et messieurs, nous aurons tout à l'heure, il va arriver dans quelques minutes, le secrétaire d'État chargé de la décentralisation. Je crois que nous avons à lui faire passer un double message. D'abord, faire en sorte que la loi MAPTAM soit sécurisée et que ce qu'on a fait pour les métropoles, on ne le défasse pas demain dans la loi NOTRe. Parce qu'on voit bien l'espèce de turnover du gouvernement devant les différentes associations d'élus, et aux régions, on parle pour les régions, aux départements, on parle pour les départements, j'espère qu'on parlera aussi pour les métropoles, mais quelque part, il faudrait unifier le discours, de manière à ce que l'on sache véritablement quelle est la voie suivie.
Et puis, le deuxième point, c'est évidemment nos problèmes financiers. Il faut que l'on passe un véritable pacte avec l'État, et ce pacte, ça ne peut pas être la réduction des dotations telle qu'elle est prévue sur les 3 prochaines années. Parce que si c'était cela, alors pour le coup, il y a eu une baisse totale de l'investissement public de l'État. Aujourd'hui, ce sont les collectivités locales qui font 70% de l'investissement public. Si au manque d'investissement de l'État venait se cumuler le manque d'investissement des collectivités locales, alors je pense qu'il y aurait de sérieuses difficultés pour notre économie et que la situation deviendrait encore pire que celle que nous connaissons aujourd'hui. Voilà, je crois que c'est le sujet de notre travail d'aujourd'hui. Bon travail, bonne Assemblée générale, et on va essayer de faire passer quelques messages en commun. Merci. Bien, chers collègues, nous allons donc commencer notre Assemblée. Et nous avons d'abord à écouter de manière rapide le rapport moral et le rapport financier qui va nous être présenté par Olivier Landel. Il a la parole. Oui, vous m'entendez ? Oui, je vais être très, très rapide. Vous avez eu, dans les dossiers qui vous ont été remis pour les élus qui sont ici membres de notre Assemblée générale, le rapport financier, le rapport d'activité. Ils sont téléchargeables sur notre site. Je ne vais pas y passer beaucoup de temps. Vous voyez affiché normalement derrière moi le sommaire de ce rapport d'activité. Vous y voyez que l'actualité législative a été importante et nous a beaucoup mobilisés, y compris pendant cette année. Il n'y a pas que la réforme des collectivités. Il y a en permanence des choses sur les finances. Il y a la loi Allure, il y a la transition énergétique, il y a la biodiversité, etc. Il y a tout un tas d'autres travaux un peu plus prospectifs qui nous mobilisent en permanence. L'énergie, la politique de la ville, les négociations climatiques, l'enseignement supérieur, la recherche, le développement économique, la loi du flot, etc., etc. De plus en plus également, vous le verrez dans le rapport d'activité, nous travaillons en réseau. Nous travaillons main dans la main depuis des mois avec notre association sœur, l'Association des maires des grandes villes de France. Nous travaillons également beaucoup avec d'autres associations comme le GART, l'AFNO, l'Assemblée des communautés de France, etc., beaucoup avec l'Association des maires de France, et souvent sous forme de réseau. Le réseau des acteurs de l'habitat nous rassemble, le réseau des pôles métropolitains que nous animons, le réseau des interconnectés, dont la présidente d'ailleurs est lyonnaise et qui prépare chaque année une manifestation sur les TIC à Lyon. Et nous avons, vous le savez, un certain nombre de groupes de travail qui viennent compléter les commissions d'élus. Il y en a une quinzaine sur tous les différents sujets. Et je vous ai mis quelques éléments peut-être qui vont passer derrière moi de statistiques sur la fréquentation des groupes de travail. Vous voyez les courbes là. Ils continuent de progresser. Ils ont continué à mobiliser beaucoup de vos agents pendant cette période de l'année 2013-2014 avec une présence moyenne qui ne cesse d'augmenter puisqu'on est en moyenne à 13 sur 16 présents pour chacune de la soixantaine de réunions que nous tenons. Voilà, j'en dis pas plus sur le rapport moral ou le rapport d'activité. Sur le rapport financier également, il n'y a pas énormément de choses à dire. Là aussi, on va vous montrer quelques courbes. Depuis 2003, la cotisation n'a pas varié. Elle est de 10 centimes d'euros par habitant. Ce qui vous est proposé, ce qui a été adopté par votre conseil d'administration il y a 15 jours, c'est de conserver ce montant de 10 centimes d'euros par habitant. Certains nous disent parfois en plaisantant, mais c'est normal, la base augmente, donc il n'y a pas besoin d'augmenter le taux. J'ai juste voulu vous montrer que la base, en fait, depuis 2009,
elle n'augmente pas tant que ça et que les augmentations de chaque année, depuis 2009, ont varié de 0,4% à 0,8% par an. C'est un maintien. Je pense qu'il faut qu'on se mette dans une perspective qui est celle qui est la vôtre et peut-être de baisse dans les années qui viennent. On y travaille, notamment dans les travaux que nous menons en commun. Nous essayons d'optimiser avec les différentes associations d'élus qui sont déjà rassemblées, vous le savez, dans des mêmes locaux et avec lesquels nous continuons et nous poursuivons le plus activement possible nos rapprochements. Merci bien, Monsieur Landel. Y a-t-il donc des remarques sur ces deux rapports? Sinon, je les mets aux voix. Donc, pas de remarques, pas d'opposition non plus. Donc, nous considérons que ces deux rapports sont adoptés.